Bonsoir, ce soir nous accueillons Jean-Marc Friseau, président du SIBVB. Écoutez, bonjour à tous. Alors moi, je ne suis absolument pas un spécialiste. Je suis un élu en Saône-et-Loire. Et donc, je suis président d'un syndicat mixte maintenant de bassin versant que je peux éventuellement présenter. Voilà, mais ça sera avec mes mots qui sont des mots d'élu. Vous savez, un élu, c'est spécialiste de rien, c'est polyvalent un élu en principe. Donc, alors peut-être en quelques mots, vous pouvez présenter votre structure, s'il vous plaît. Donc, vous voyez la carte de France, donc nous sommes en Bourgogne, plus exactement dans le département de Saône-et-Loire, et donc bassin versant de la Bourbince. Alors, nous, c'est exactement l'exemple inverse j'allais dire, d'un bassin versant classique, puisque les grosses communes, les habitants sont vraiment complètement en amont. Donc, on a les habitants qui sont en amont, je ne sais pas si ça vous Creusot, Mont-Soleil-Mines, donc vous voyez, ce sont des villes industrielles. Et puis inversement, en aval, c'est de l'agriculture extensive. Donc voilà, donc j'allais dire c'est un peu un bassin inversé par rapport, je pense, à la plupart des bassins en France. Voilà, on est un petit peu moins de 1000 km², 700 km de petits ruisseaux et rivières. Et on ne se jette pas directement dans la Bourgogne, ne se jette pas directement dans la Loire, mais enfin, il en faut peu. Pour quelques kilomètres, elle se jette dans la Roue. Mais disons que, bien sûr, on fait partie, bien sûr, de l'Agence de l'eau Loire. Je complète quelque chose d'important, forcément lié au développement industriel, c'est qu'il y a un canal, le canal du centre, qui est alimenté par des réservoirs qui sont en amont aussi. Donc, ça complexifie aussi. Alors, le syndicat, pour répondre à votre question, il s'est créé en 1996. Vous savez, c'était 3 ans avant la tempête, 1999. Donc, en fait, le syndicat, très clairement, il s'est créé suite aux problèmes d'inondation qui étaient récurrentes, notamment à Mont-Soleil-Mines, dans ce secteur-là. Alors, au niveau de l'action, c'était classique. Vous savez, moi, je n'étais pas là, mais on a nettoyé la rivière. On a nettoyé la rivière, enlevé absolument tous les bois, etc. Enfin, tout ce qui se faisait et qui était d'ailleurs extrêmement bien subventionné. Elle évolue petit à petit. Moi, l'évolution, il y a 2 sortes d'évolutions, mais elles sont simultanées. C'est l'évolution, comment je dirais, administrative des syndicats et puis l'évolution dans la perception des rivières. Moi, sur la partie administrative, il y a eu une première évolution, c'était de passer d'un syndicat de rivière strictement à un syndicat de bassin versant, là où on a absolument tous les affluents. Et puis, malheureusement, toutes les communes, vous savez, donc là, on était dans un système de lien avec les communes. Malheureusement, on a beaucoup de communes sur le secteur, toutes n'étaient pas adhérentes, donc ça complexifiait. Et donc, la deuxième étape, qui à mon avis est fondamentale, c'est quand on est passé à la loi GEMAPI, je schématise comme ça, les élus maintenant connaissent bien ces initiales. Et en fait, là, si vous voulez, ça change tout parce que nos interlocuteurs sont devenus les intercommunalités. Et donc, en fait, on a 4 intercommunalités sur ce territoire, dont deux majeures avec qui on travaille, j'allais dire, au quotidien. Donc ça, c'est la partie spécifiquement administrative, mais en même temps, parallèlement, et je ne suis pas un spécialiste, mais il y a eu pas mal de lois sur l'eau, il y a eu l'évolution aussi. Et puis, nous, on a connu une évolution aussi, alors c'est un petit peu particulier, on le voit d'ailleurs, on voit cette espèce de V qui est le lac de la Sorne qui dessert pratiquement 100 000 habitants. Oui, je ne l'ai pas dit, le bassin versant, c'est 100 000 habitants. Et ce lac, en fait, est devenu d'eau à potabiliser, je vais dire plutôt comme ça. Et donc là, on s'est aperçu des limites pour potabiliser. On s'est bien aperçu qu'il fallait un certain nombre d'actions autour de. Du coup, ça a diffusé un petit peu sur l'ensemble du bassin versant. Voilà ce que je peux dire. Donc, on a vu l'évolution aujourd'hui a beaucoup changé. Et on est plutôt, c'est-à-dire sur les 10 dernières années, sur vraiment un travail sur les rivières, les ruisseaux, la clôture des rivières, etc. Et souvent, vous pouvez nous parler un petit peu des travaux que vous avez fait récemment? J'étais en train de dire qu'on est propriétaire aussi maintenant de 70 hectares de zones humides, 60 hectares environ de zones humides, et dont quelques hectares qu'on a mis en espace pédagogique créé avec des enfants. Voilà. Donc ça fait partie aussi de ce qu'on a fait dans la dernière décennie. Voilà. Sur les travaux agricoles, ce sont des travaux classiques. En fait, les riverains sont quand même essentiellement des agriculteurs.
Et donc, en fait, on a essayé de travailler en gagnant-gagnant. Moi, je pense que en donnant-donnant, mais je dirais même en gagnant-gagnant, je crois que ça a été dit par l'intervenant précédent, je pense qu'on peut y arriver, notamment améliorer les conditions d'exploitation agricole, mais en même temps, nous, obtenir ce qu'on cherche, c'est-à-dire un meilleur fonctionnement de la rivière. Donc, vous voyez, et on a installé des pompes solaires notamment. Hein. On a installé, quand on peut, bien sûr, on installe de façon gravitaire, bien entendu, mais on a installé de nombreux points d'abreuvement. Alors là, aussi bien en aval qu'en amont. Hein. Et donc la perception par rapport à ces travaux, est-ce qu'elle a évolué par rapport au moment où vous avez commencé? Oui. Parce qu'on sait que là, des fois, les agriculteurs sont opposés à ces mises en clôture. Alors, réponse oui, oui. Alors ça, je l'ai vu l'évolution, puisque je le vis depuis 2014, on est 7 ans après. On a même, j'allais dire, des opposants, des agriculteurs opposants, élus même parfois, qui aujourd'hui sont demandeurs de travaux. Parce qu'il y a eu deux choses. À mon avis, ils ont bien compris l'aspect donnant-donnant, enfin gagnant-gagnant sur l'exploitation, et puis nous aussi. Mais je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est les sécheresses, 3 sécheresses successives hein, sur les 3 dernières années, enfin pas celle-là, mais les 3 précédentes chez nous, hein, ça a été très fort. Et donc, du coup, je pense que là, ça a fait le déclic, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'abreuvement, les ruisseaux ne suffisaient plus pour faire court, et on avait besoin de capter des sources, d'essayer d'améliorer les conditions d'abreuvement du bétail. Donc je pense que tout ça a fait, oui, on a vraiment, il y a eu un changement, mais il a fallu beaucoup de pédagogie. Les autres travaux que vous avez pu faire, il y avait donc ces travaux sur la continuité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, notamment l'acceptabilité, comment vous avez ressenti ça? Alors, sur les travaux agricoles, je termine. Je pense qu'il y a aussi un élément qui est important, c'est la fiabilité des entreprises. Alors, vous savez, on est soumis à des appels d'offres et la fiabilité des entreprises font qu'après, on a le bouche à oreille entre agriculteurs. Et donc, du coup, ça fonctionne. Vous voyez, c'est quelque chose d'important. Pour les effacements de seuil, on est plus modeste dans le sens où, j'allais dire, on travaille à l'opportunité. Hein. On a répertorié un certain nombre de seuils. On a réussi à en faire, mais je crois que là je parle en tant qu'élu aux autres élus, on ne peut le faire que dans un accord général. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les communes soient d'accord, bien sûr, mais il faut aussi que les propriétaires soient d'accord. Et nous, on peut travailler derrière. Mais c'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup de tact. Je pense qu'on ne peut pas y aller comme ça bille en tête. Il faut attendre les opportunités. Et bien sûr, même si l'opportunité est petite, et bien, tout de suite, essayer d'arriver en expliquant ce qu'on peut faire, etc., le financement qu'on peut apporter. Et donc, il y a les travaux sur les zones humides. Donc là, votre syndicat est bien engagé. On va peut-être citer un petit peu de moment sur votre présentation. Vous pourriez nous redire un petit peu sur pourquoi cet engagement vers les zones humides, en fait? On a eu l'opportunité d'acquérir un marais au départ qu'on a transformé comme un lieu pédagogique. Hein. On reçoit plusieurs centaines de visites. Hein. Donc, je crois qu'on a 2000 visites annuelles, donc par des groupes, par des personnes. Et puis après, on a eu l'opportunité de l'élargissement d'un passage à 4 voies, des compensations écologiques que devait faire l'État. Et du coup, on est maintenant propriétaire, on est en train de signer pas mal d'hectares de zones humides. Bon, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on va en faire. Il y a des exploitants agricoles hein, sur ces zones humides. Bien sûr qu'on va les maintenir et on va essayer bien sûr de les maintenir dans des conditions avec des baux écologiques. Hein. Voilà. Peut-être même qu'on essaiera d'aller dans du pâturage écologique. On va voir. Pour l'instant, on est en phase d'acquisition. Grâce à l'État, en fait. Hein, c'est l'État qui nous finance toute cette acquisition de zones humides. La vision par rapport à la généralisation, est-ce qu'il y a une évolution dans votre carrière en tant que président? Oui, forcément. Forcément, on est impacté par des inondations. Hein, je ne l'ai pas dit, mais la Bourba, c'est une rivière qui monte très vite et qui descend très vite, hein, d'ailleurs. Donc, du coup, on a des phases d'urgence. Hein. Voilà, donc on va essayer. Alors maintenant, on n'enlève plus les bois, hein, on n'enlève plus les embâcles, mais là, j'allais dire en milieu urbain, c'est compliqué quand même. Hein. Les milieux urbains qui sont impactés par les inondations restent des endroits sensibles. Alors j'ai bien compris l'intérêt qu'on maintienne les bois, qu'on les fixe. Moi, je ferais bien la différence entre les zones rurales, où c'est assez facile, c'est quasi naturel, et puis les zones plus urbaines, où là, les riverains, ils sont fixés sur la rivière, on est alerté, j'allais dire, au moindre branchage qui tombe dans l'eau. Donc, il faut, alors là, on va se lancer, hein,
on va faire des essais donc, de fixer, ça va être nouveau pour la population, pour les riverains, il va falloir là aussi beaucoup expliquer, il va falloir du temps, mais voilà, on va se lancer dans, je ne sais pas comment vous appelez ça, la fixation des bois morts, je le dis à mes mots. Oui, c'est ça. Voilà, donc on va se lancer. J'allais dire, rendez-vous pas dans un an parce qu'il faut quand même plus de temps vous avez vu, en agriculture, on a mis 6-7 ans pour faire progresser. Je pense qu'il nous faudra peut-être ce temps-là sur la fixation des embâcles, quoi, hein. Justement, on parlait de sensibilisation de communication, c'est vrai que vous avez aussi un programme d'action de ce point de vue-là. Oui, on a une revue annuelle qu'on diffuse oui, à 100 000 habitants. Donc, alors après, il faut adapter sa communication au public, hein. On a aussi, bien sûr, entre élus, hein, ça c'est bien normal, hein, entre élus du bassin. On a aussi des sensibilisations pour les enfants, c'est ce que je vous avais dit. Voilà, et puis comme vous voyez là, un petit peu de monde, c'est des sensibilisations sur les marais, hein, souvent, ouais. Pour les élus, vous avez été quoi? Vous avez été faire des tournées de terrain chez des voisins aussi ou Ah oui, bien sûr, on a commencé par ça. Même si on a commencé par ça, oui, bien sûr. Et puis, on le fait toujours d'ailleurs, hein. Moi, je pense que peut-être là où vous pouvez être intéressant, c'est sur la communication entre les syndicats. Et je pense que là, l'initiative que vous avez prise est intéressante, c'est la communication entre les élus. Alors là, il y a une photo, on a reçu des élus, bien sûr, d'autres bassins versants pour montrer un petit peu notamment tout ce qui est solaire, les abreuvements solaires. Mais inversement, nous, on est allé voir sur d'autres syndicats, voilà, sur d'autres actions. Moi, je pense que ce qui manque un petit peu, même peut-être au niveau départemental ou régional, hein, puisque c'est peut-être l'échelon pertinent, c'est des coordinations de syndicats, de façon à ce que chaque syndicat ne travaille pas tout seul dans son secteur, avec son animateur. Voilà. Je pense qu'on a tout à gagner avec des initiatives comme vous venez de prendre actuellement. Merci, Monsieur Friso. Ce sera le mot de la fin. Monsieur Friso, votre impression pour avoir participé à ce webinaire, qu'est-ce que vous en retenez comme satisfaction? Sur le premier exposé, forcément, hein. Oui, très bien, très bien. Il faut rester dans un langage qui ne soit pas un langage de spécialiste, hein. J'ai par exemple bien aimé cette comparaison avec le corps humain. Vous voyez, ces choses-là peuvent nous resservir au sein de nos comités syndicaux, au sein pour sensibiliser nos élus. Vraiment, le plus on aura des comparaisons de ce type-là, des comparaisons assez simples, le plus ça sera, à mon avis, pédagogique, quoi, toujours pareil. Merci à tous. J'invite les gens qui ont été satisfaits d'inviter leurs élus ou leurs voisins à venir voir cette chaîne et les prochains épisodes. Et sur ce, on va conclure. Merci aux élus de s'être inscrits, d'avoir été là pour la première de OTV. Juste pour signaler, effectivement, on a eu un contact avec l'Office français de la biodiversité au niveau national qui donc appuie cette démarche et avec qui on va travailler pour les prochains épisodes.